Bonjour à tous pour cette seconde rencontre des pratiques et usages de l'image. Nous accueillons donc Xavier Nerrière, qui est juste ici à côté de moi. Et Xavier Nerrière, donc pour le présenter rapidement, mais je vais lui confier la parole très vite. Donc il est chargé du fonds iconographique du CHT, du Centre d'Histoire du Travail. Et c'est en voisin qui vient ici, puisque le CHT, je ne sais pas si vous le situez géographiquement, mais il est situé au chantier naval, juste à côté. Effectivement, je travaille au Centre d'Histoire du Travail, comme l'a dit Guillaume, qui est arrivé dans les bâtiments à côté, les anciens bâtiments des chantiers en 1995, lorsque ces bâtiments ont été restaurés. Mais la structure elle-même a été créée au début des années 80 sous l'appellation Centre de documentation du mouvement ouvrier et du travail, CDMOT. Et donc l'idée, c'était de créer une structure à la fois de réflexion sur l'histoire du mouvement ouvrier et des mouvements sociaux, et combler une lacune, en tout cas au point de vue local, parmi les archives publiques, ou les archives disponibles. Les archives des différentes organisations syndicales étaient pas accessibles. Donc cette structure a été créée avec ce double aspect, à la fois lieu de documentation, de réflexion, de débat, et lieu d'archives et de préservation. Et donc moi je travaille dans cette structure depuis un peu plus de 15 ans, et j'ai été amené à m'emparer d'un sujet qui était assez peu traité à l'époque, qui était la photographie. En fait, c'est pas forcément une évidence, mais parmi les fonds syndicaux, il y a énormément de matière photographique, parce que les organisations syndicales ont leurs propres publications qu'elles doivent illustrer, qu'il y a des photos qui sont déposées par des professionnels, des photographes de presse notamment. On discutera peut-être de ça, ces questions d'échange entre photographes de presse et organisations. Et puis il y a des militants qui prennent leurs propres photos et qui les déposent dans l'organisation. Pour vous donner un ordre d'idée, une structure comme l'Union départementale CGT, c'est la première que j'ai classée. C'est environ 25 boîtes d'archives pleines de photos, alors tirage ou négatif, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir 100 négatifs 24-36 sur un conflit, sur un événement. On a un fonds sur les paysans, c'est une trentaine de boîtes, et on a une quarantaine de boîtes qui m'attendent sur le fonds de l'UDCFDT. Donc c'est des fonds qui peuvent être relativement volumineux. Donc comme l'a dit Guillaume, je me suis décidé au bout d'un moment à mettre par écrit ces réflexions que je me faisais, les échanges que je pouvais avoir dans l'intimité de mon bureau, avec des militants, avec des gens qui, à l'inverse, cherchaient des illustrations ou cherchaient un aïeul, etc. Et donc sur toutes ces questions de circulation des photos, d'usage des photos, la fonction sociale ou sociétale de la photographie, je me suis dit qu'il fallait que je prenne mes responsabilités, que je ne garde pas ça pour moi, pour mon bureau. Et donc je n'ai pas de légitimité a priori sur ce sujet, parce que moi je suis de formation juriste, plutôt droit public et droit de l'environnement, donc ça n'avait pas grand-chose à voir. Disons que la structure dans laquelle je travaille est d'abord une structure militante. Et mon approche du sujet se fait par ce biais-là, c'est-à-dire que la photographie, elle est un outil pour mettre en valeur la place du mouvement ouvrier, des mouvements sociaux dans notre histoire collective, si vous voulez. C'est sous cet angle-là, c'est ma fonction professionnelle, si vous voulez, et donc c'est sous cet angle-là que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie et à me rendre compte que la photographie, elle était potentiellement porteuse de quelque chose qui relevait du patrimoine collectif. Et donc je vais essayer de vous, dans un premier temps en tout cas, de vous faire un panel un peu rapide d'un certain nombre de thèmes, et puis ensuite on essaiera d'échanger. Disons qu'au fil de mon travail, je me suis aperçu qu'on pouvait distinguer les photographies du monde du travail selon trois grandes catégories, et on en discutera ensuite, qui sont les photographies industrielles, les photographies de presse et ce que j'ai appelé les autoreprésentations.
Alors, voilà, la première photo. Donc, les photographies industrielles, ici, il s'agit alors d'un cliché qui est conservé au Centre d'histoire du travail. Il nous a été déposé par la famille Champenois-Rigaud, qui est une famille industrielle. Pierre Champenois qui nous a qui nous a autorisé à reproduire ces clichés, à les numériser en l'occurrence, avait 80 ans, et c'était son grand-père qui avait pris ces clichés-là. Donc on était là à la fin des années 90, et il s'avère que ces deux grands-pères étaient des industriels du côté de Pont-Rousseau, l'un dans le vinaigre et l'autre dans le négoce de fer et de charbon. Et donc ce cliché-là, il est pris boulevard de la Prairie au Duc derrière vous. C'est un chantier, ce qu'on appelle un chantier de fer, c'est-à-dire un établissement qui fournit en fer les chantiers navals qui s'installent à proximité. La photo n'est pas datée. Ah si, pardon. Et celle-ci, elle est de 23. Donc les chantiers sont installés depuis pas très longtemps sur le site. Enfin, il y a d'autres entreprises qui sont là aussi. Et donc cette photo, elle est commandée par la direction, et c'est un élément essentiel dans les catégories que j'ai fixées, c'est-à-dire de savoir qui a décidé de prendre cette photo, c'est-à-dire pourquoi on a pris cette photo. Et donc là, l'idée c'est de mettre en valeur une installation industrielle qui est récente, qui est très moderne pour l'époque. On voit l'aspect très lumineux, on fait poser le personnel qui sert quasiment d'échelle en fait pour magnifier un peu l'installation, et on sait que les barres de fer elles font à peu près 4 fois la taille d'un homme. Enfin, voilà, on a des éléments de repères qui sont assez parlants. Je propose de passer à la seconde catégorie, donc la catégorie des photographies de presse. Ça, c'est une photo qui est réalisée par une photographe dont je vais vous parler à plusieurs reprises, puisqu'elle s'appelle Hélène Cailleux. C'est quelqu'un qui était donc une photographe de presse, qui travaillait pour Ouest France et l'AFP à Nantes. Et elle est arrivée vers les années 77 à Nantes, et elle a exercé pendant une vingtaine d'années sur Nantes. Et elle a accumulé un volume très important de photos, et elle couvrait tous les domaines, mais elle était très appréciée des militants ouvriers, des représentants des différents mouvements sociaux. Et on retrouve de ces photos dans tous les fonds syndicaux, toutes tendances confondues. Et il s'avère qu'il y a quelques années, un historien, Alain Croix, qui la connaît assez bien, nous dit, voilà, Hélène Cailleux a un fonds photo dont qu'elle aimerait bien placer quelque part. Elle ne sait pas, est-ce que ça vous intéresse? Et donc ce fonds est arrivé chez nous. Alors il est encore en cours d'inventaire, mais c'est un fonds qui est très riche, qui ne se limite pas aux mouvements sociaux évidemment, mais qui, d'un point de vue de l'histoire économique, sociale de l'agglomération nantaise et plus largement la Basse-Loire, est très, très intéressant. Là, on est en 1981 à l'usine Chantel à Saint-Herblain, qui est une usine de lingerie féminine, et qui connaît un très important conflit en 81, au point qu'on va appeler ces femmes les filles de Chantel. Et c'est une expression qui va revenir, puisque 10 ans après, il va à nouveau y avoir un mouvement très, très important, également porté par l'ensemble des organisations syndicales et du mouvement social. C'est-à-dire que ce sont des conflits qui durent presque un an à chaque fois. Et pendant cette année-là, on retrouve les filles de Chantel au devant de tous les cortèges pratiquement interprofessionnels. Elles sont à chaque fois mises en valeur, et elles ont pour particularité d'être une usine à très forte majorité féminine, ce qui n'est pas très courant dans l'industrie locale en tout cas, et encore moins dans des entreprises en lutte, et en lutte de façon régulière. Il y avait un taux de syndicalisation très, très élevé. Donc c'était un peu une entreprise qui était mise en valeur. Les deux organisations qui étaient implantées, c'était la CGT et la CFDT. Et donc cette photo, elle est symptomatique du travail d'un photographe de presse, parce que tout de suite, on voit qu'il y a
une grève, c'est plutôt des femmes. Alors on peut hésiter sur l'entreprise, on ne sait pas si c'est la BN, si c'est Frigé Crème, si c'est Leclerc, mais on aperçoit finalement Chantel au fond. Mais on a quand même tout de suite des indices, sans lire de légende, assez parlants sur cette image. Et disons que c'est une des qualités essentielles d'une photo de presse, elle doit pouvoir parler très rapidement. Et elle doit disposer de critères de lisibilité assez efficaces. Et donc, un autre élément important, ces photos sont souvent réalisées dans le cadre de reportages. Je ne sais pas si je pourrais développer ça tout à l'heure, mais en termes d'histoire sociale, de sociologie, on traverse une époque où l'histoire traditionnellement n'est pas très à l'aise avec l'image et avec la photographie. C'est un outil, surtout chez les historiens français, c'est un outil que les historiens peinent à utiliser, et du coup, d'un point de vue conceptuel, on a du mal à disposer d'outils pour analyser les photographies. Et parmi ces outils qui commencent à se développer, il y a la notion de reportage, c'est-à-dire qu'une photo seule, isolée, d'un point de vue historique, et de l'analyse historique, elle est assez difficilement utilisable, alors que si on peut la resituer à la fois dans le cadre d'un reportage, c'est-à-dire une évolution des prises de vue, comparées les unes par rapport aux autres, et ensuite avoir plus d'éléments sur justement l'origine de cette photo. Est-ce que c'est une photo industrielle? Est-ce que c'est une photo de presse? Est-ce que c'est une photo prise par des militants? On commence déjà à avoir une lecture, et du coup la photo retrouve une légitimité scientifique d'un point de vue historique qu'elle avait difficilement auparavant. Et donc la troisième catégorie, l'autoreprésentation. Alors, je vous laisse découvrir la photo. Il s'agit d'ouvriers maçons qui construisent un four dans l'entreprise J.J. Carnot à Bassindre dans les années 50. Et donc ça, c'est une photo qui nous est déposée par un militant qui s'appelle Jean-Claude Ménard, qui est à la fois passionné de photos, d'histoire, qui est militant et qui fait partie de ces gens, ces historiens amateurs, qui collectent énormément de matériaux chez les particuliers, chez les petites grand-mères du quartier, etc., et qui les ramènent soit dans des structures comme le CHT, soit dans des structures publiques comme les archives municipales. Ces photos, ces auto-représentations, ce sont des clichés dont l'initiative est prise par les salariés eux-mêmes sur leur lieu de travail. Et c'est une vraie originalité des collections du CHT, c'est-à-dire que ces photos-là, normalement, ce sont des photos de famille. Elles sont donc très difficilement accessibles. On a rarement de telles photos dans des musées, dans des galeries, etc. Or, ces photos nous donnent accès à l'intimité du travail, c'est-à-dire comment les salariés, les ouvriers, etc., se représentent et se voient sur leur lieu de travail. Et c'est là, de mon point de vue, c'est l'un des intérêts sociétal de la photographie, c'est que ça va être l'un des premiers moments, c'est la première fois, au tournant du 19e et du 20e siècle, et surtout au 20e siècle, où les classes populaires vont pouvoir s'emparer de leur image. Auparavant, c'était la peinture, ou c'était des photos qui étaient réalisées par des photographes qu'on peut qualifier de bourgeois, c'est-à-dire des gens qui disposaient de temps et de moyens, à la fois financiers et aussi de savoir technique, pour réaliser des photographies. Et je vous montrerai tout à l'heure des photos réalisées par des bourgeois. On n'a pas du tout le même angle de vue sur les classes populaires que lorsque ce sont ces classes-là qui se photographient elles-mêmes. D'où l'intérêt, à mes yeux, de ces photos qui ne se substituent pas aux deux autres catégories. C'est-à-dire qu'elles complètent les autres
points de vue, les autres visions du monde du travail, puisque là, on parle du monde du travail. Donc, les photos industrielles, elles vont montrer l'outil industriel, la production, éventuellement la technique. Les photos de presse, elles vont montrer les principaux événements. Donc ça peut être des conflits, mais pas seulement. Ça peut être de nouvelles productions, de nouvelles installations, des inaugurations d'usines, des lancements de bateaux. Alors que les photos amateurs, ces autoreprésentations, finalement, on est beaucoup moins bien informé sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un va décider d'amener son appareil photo à l'atelier, à l'usine, pour prendre ses copains, que ce soit dans un chantier naval ou ici chez Carnot ou n'importe où ailleurs. Et donc c'est un travail qu'on a essayé d'initier, de justement réaliser des entretiens avec des personnes qui ont pris de telles photos. Pourquoi ont-elles fait ça? Ce qui semble se dessiner, c'est que ces photographies, elles sont une forme de réappropriation de son image sur son lieu de travail. Donc un début de réappropriation de son outil de travail. Et du coup, elles sont tout de suite chargées d'une force politique, une force subversive, si vous voulez, puisque l'entreprise est une propriété privée. Et au nom de cette propriété privée, la direction a l'exclusivité de la production de l'image légalement dans l'entreprise. Et moi, je trouve que cette photo, elle a une force qui est énorme, parce que en fait, c'est des copains ils sont dans la cheminée d'un bateau. Donc c'est complètement incongru comme position. Et c'est d'ailleurs cette photo qui m'a un peu titillé pour faire le travail que j'ai fait, parce que c'est là que je me suis dit, mais jamais un professionnel aurait pu prendre cette photo-là. C'est-à-dire jamais un professionnel, à mon avis, peut arriver sur un chantier en disant au mec, mettez-vous dans la cheminée, je vais vous prendre en photo avec la tête qui dépasse. Enfin, dans le bâtiment, il finit les pieds dans le ciment, et dans la navale, c'est pas au fond de la Loire, j'en sais rien. Et du coup, là, on a un rapport. Alors évidemment, le grand-père est décédé, mais on a un rapport qui est vachement riche au travail. C'est-à-dire qu'on tourne en dérision l'objet de travail, parce qu'on se moque quand même enfin, c'est pas du tout la destination de la cheminée. Et puis en même temps, c'est le signe aussi qu'on est attaché. On est attaché à ce qu'on produit, on est attaché à ce qu'on... Donc on se retrouve avec une utilisation très affective du lieu de travail. Et quand j'ai montré cette photo aux anciens de la navale, j'aurais dit qu'est-ce que vous pensez? Moi j'étais sûr de mon coup, je me disais cette photo elle a de la gueule, elle est emblématique et tout. Ils m'ont dit mais ils sont en train de poser là, ils bossent pas. Si je peux donner un exemple, j'ai fait un entretien, c'était sur Chantelle aussi. Alors c'est un autre truc que j'ai découvert, c'est qu'il y a des pratiques de construction d'albums sur le modèle des albums de famille, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, pendant une lutte, constituer un album de photos de la lutte. Autant vous dire que ça, c'est des albums qui sont précieux, mais qui en même temps, avant qu'on vous sorte l'album, il faut ramer. Il y a un des bénévoles avec qui je bosse sur les photos justement. Ça fait des années qu'il m'aide à classer les photos, et il n'y a pas très longtemps, il m'a sorti un album de lutte. Il dit ah bah oui, j'ai fait du ménage, j'avais oublié, j'avais ça chez moi. C'est un autre truc qu'on a remarqué. Bon, lui, c'était un ancien militant syndical. On va dire la qualité des photos dans un fonds collectif, dans un fonds syndical, il est médian. C'est-à-dire que les photos les plus mauvaises ont été balancées et les photos les meilleures ont été appropriées. Les gens les ont prises pour les coller au mur dans leur bureau, chez eux, etc. Et donc, il reste... Enfin, c'est presque impossible de le prouver, mais l'impression que j'en ai, c'est qu'il reste le milieu. En termes de qualité, il reste le
le milieu. C'est aussi pour ça que je dis qu'on n'est pas un musée de la photographie. Alors, tout mon travail a été de dire, certes on n'est pas un musée de la photographie, mais il faut que les personnes qui veulent avoir un usage autre que strictement militant de la photo puissent aussi investir nos fonds. Et c'est aussi la reconnaissance du travail que de pouvoir mettre à disposition ces fonds et que justement d'autres personnes s'en emparent. Au contraire, il faut que d'autres personnes s'en emparent. Potentiel, on est à 1800 mètres linéaires et j'estime, et là c'est un peu à la louche, qu'on a environ 50 000 clichés. Donc sur ces 50 000 clichés, il y a des clichés qui sont quasiment inexploitables. Il y a des clichés qui se dégradent. Parce que, alors, on n'a pas de choses très anciennes, mais on a des choses. En fait, on a beaucoup de choses médiocres qui ont été produites dans les années 70 et 80 pour diffuser largement la photographie. C'est-à-dire qu'une photo, un tirage des années 30, même des années 40 ou 50, même un tirage. La photo qu'on voyait dans le four, là, tout à l'heure, c'est un petit tirage avec un appareil Kodak. Je crois qu'elle date des années 50. Je pense que dans 30 ans, elle sera encore utilisable. Les photos qui sortent dans les années 80, qui virent au rouge, au bleu, ou je ne sais quoi, sur des matières plastiques, sont pas du tout évidentes à gérer. Les diapos, c'est pareil, ça finit par tourner, au point qu'on passe notre temps sous Photoshop, en fait, à récupérer la colorimétrie. Ce sont des gens qui ont un fonctionnement collectif dans le travail, et donc la production, la photo, elle est conçue collectivement. Ce qui fait que quand quelqu'un va nous amener des photos en nous disant « c'est moi qui les ai prises », des fois le type, il est sur la photo. Mais il considère quand même que c'est lui qui l'a prise. Donc, forcément, s'il est en train de bosser... il n'a pas utilisé le retardateur. Donc, cette notion d'individualisation de l'auteur de la photo, pour un certain nombre de personnes, n'a entre guillemets pas de sens. Et là, c'est nous qui plaquons une autre préoccupation sur cette approche, parce que ce sont, et là c'est encore un débat politique, ce sont des gens pour qui l'essentiel c'est le collectif. Seul on n'est rien, c'est collectivement qu'on est quelque chose. Lorsque le chantier va fermer, donc les archives d'entreprise sont des archives privées. Ça ne vous regarde pas. Donc quand le patron liquide la boîte, il peut liquider les archives, il peut les brûler. Donc ils ont tout mis dans des camions-bennes. Et donc les anciens de la navale bloquaient les camions sur le boulevard, montaient dans le camion, sortaient ce qu'ils estimaient devoir récupérer donc sur le fait, ils n'avaient pas le temps de se poser énormément de questions, et c'est comme ça qu'ils ont pu reconstituer une partie de l'histoire du chantier, de ses richesses iconographiques. Il y a un truc qui est très original sur la navale nantaise, c'est le travail qu'a fait le comité d'entreprise des chantiers à partir de la fin des années 70 et le début des années 80. En fait, ils avaient un club photo, et chaque année, ou tous les 2 ans, ils réalisaient une exposition. Et tous les gens qui ont fait partie de clubs photo dans des comités d'entreprise, je leur ai dit, mais jamais vous avez pensé que vous pouviez prendre comme sujet d'expo votre travail, quoi. L'idée de se photographier son quotidien, c'était pas venu. Mais après cette expo, eux, ils revendiquent un droit à l'image. C'est-à-dire qu'ils revendiquent le droit de pouvoir se faire prendre en photo, se faire filmer dans le chantier. Le comité d'entreprise recevait des équipes télé sans avoir aucun souci avec la direction. C'était quelque chose qui était devenu acquis. Alors, on a en gros 20 ans entre le moment où une photo est prise et le moment où elle arrive. Les 20 dernières années, on n'a pas grand-chose généralement. Donc il y a un laps de temps. On vient à peine de passer au numérique là au CHT. Dans les photos qu'on reçoit, mais non, c'est vrai, là on reçoit des photos sur des disquettes 3 pouces.
c'est un drame, quoi. Non, mais dans les archives, quand on classe les archives qu'on a actuellement, on en est ça y est, les disques souples, on a fini. Là, on en est aux disquettes 3 pouces et évidemment, on ne peut pas en faire grand-chose, quoi. Et même quand on arrive à lire la disquette, la photo n'est plus du tout au standard. Donc on va mettre fin à cette deuxième rencontre. Merci à tous les présents dans la salle. Merci beaucoup à Xavier, bien évidemment. Et à bientôt. Merci pour l'invitation.